L'histoire d'aujourd'hui est incroyable. Paige, mère de famille avec des enfants, un beau jour va disparaître. La police va mener l'enquête et va s'apercevoir que cette mère de famille mène une double vie. Hi tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai déjà tournée une fois et ça n'a pas enregistré. Donc c'est parti pour le deuxième tournage. Bon, tu vas me soutenir parce que là il me faut du courage. Tu vas t'abonner et mettre un pouce en l'air parce qu'après tu vas pas y penser. Et en plus j'ai toute une bibliothèque avec plein d'autres vidéos si tu t'ennuies. Allez, c'est parti! L'histoire d'aujourd'hui nous emmène dans le Colorado avec Paige Birkfield. Elle a eu une enfance paisible avec l'amour de ses parents. Jusque-là, rien à déclarer. Ensuite, Paige va se marier avec son premier mari, Ron Beigler. Elle sera mariée avec lui de 95 à 97, mais ils ne vont pas rester ensemble parce que le rêve de Paige, c'est d'être mère. Elle veut plusieurs enfants et lui ne veut pas d'enfants. Donc, ils vont divorcer. À peine un an plus tard, après son divorce, elle va se marier avec Rob Dixon en 1998. Leur relation était extrêmement instable. En effet, quand Paige a rencontré son mari, il était très riche. Puis, il va perdre beaucoup d'argent avec des mauvais placements et des dépenses extraordinaires. En effet, ils habitent dans une maison gigantesque où le loyer est de 6 000 $ par mois. Bon, Paige, elle l'aide énormément. Elle va avoir 5 boulots en même temps pour l'aider à subvenir aux dépenses. Malgré tout, les soucis d'argent vont s'immiscer dans le couple et au dire de Paige, il y aura même de la violence. En effet, une nuit de 2004, Paige va appeler le 911. Mon mari et moi étions dans une dispute, il devait surveiller les enfants. J'étais partie travailler, quand je suis rentrée à la maison, il a dit que je les trouverais tous morts. Bon, aucune accusation n'a été portée contre son mari Dixon cette année-là, mais un an plus tard, en octobre 2005, elle l'a accusé une nouvelle fois d'être violent et même d'agression. Il va être accusé d'agression au 3e degré, il va nier tout cela et il plaidera juste coupable pour harcèlement. Vous vous en doutez, à la suite de toute cette dispute, le couple, comme je vous l'ai dit avant, finira par divorcer. Paige a toujours ses 5 boulots différents, notamment celui d'une entreprise de porte-bébés, vous savez, les sacs où l'on met les bébés dedans. Elle est donc commerciale pour vendre des porte-bébés. Et en parallèle à cela, dans ses 5 boulots, elle a aussi celui de professeur de danse pour enfants. D'ailleurs, elle dira qu'elle adore ce job, elle adore apprendre à danser aux enfants. Des parents d'élèves et des amis à elle diront que malgré ses 5 emplois, elle était présente aux réunions parents d'élèves, aux sorties scolaires. C'était une très bonne mère qui aimait énormément ses enfants. Et puis, le 28 juin 2007, Paige va laisser les enfants à la nounou à la maison. Elle avait promis de revenir plus tard dans la soirée après sa journée de travail. Mais elle ne reviendra pas. Mais que s'est-il passé ? Paige ne viendra jamais le soir à la maison. La nounou va avoir très peur et elle dira: J'ai essayé d'entrer en contact avec Paige, elle n'a pas répondu à mes appels. J'ai trouvé cela très étrange, je ne savais pas où elle était. Sa fille plus tard essayera d'appeler sa mère. Jess laissera des messages vocaux désespérés en pleurs, demandant à sa mère de rentrer à la maison. Mais 2 journées vont passer, la nounou garde toujours les enfants. Elle va appeler le père de Paige et dire qu'elle s'inquiète énormément. Puis il va décider de venir chez Paige. Ils vont aller avec la nounou et sa fille au commissariat de police, la déclarer disparue. Le frère de Paige qui a eu le père au téléphone dira: Quand mon père m'a appelé pour me dire que Paige avait disparu, c'est la première fois que j'ai entendu pleurer mon père depuis que j'étais née. Et là, il va se passer quelque chose de complètement dingue. On va retrouver la voiture de Paige sur le bord de la route, complètement cramée, calcinée, complètement brûlée. Les enquêteurs vont rebrousser cheval et faire une découverte choquante.
3 jours après la disparition de Paige. Le 1er juillet 2007, ils sont tombés sur sa Ford Focus rouge, totalement cramée par les flammes. La police dira qu'il était clair qu'il s'agissait d'un incendie criminel car il n'y avait plus aucune trace de rien à l'intérieur de la voiture. La police dira même que c'était sûrement le meilleur moyen pour détruire des preuves, notamment fibres, cheveux, ADN et empreintes digitales. La police dira aussi qu'à ce moment-là, avant, ils soupçonnaient un kidnapping ou une disparition et maintenant, on était sur quelque chose de criminel. Ils avaient peur qu'elle soit décédée. La police fera une autre découverte, à savoir que Paige était de taille normale pour une femme et avait son siège de voiture qui était avancé très près du volant. Et quand ils ont retrouvé la voiture brûlée, le siège était totalement reculé en arrière, ce qui signifiait que la personne qui avait déposé la voiture, la dernière personne, était très grande. Ils ont aussi découvert que le départ de feu avait été fait au niveau du siège conducteur avec des produits très inflammables, vous savez, tels que les allumes-cheminées. Et là, la police va retrouver l'agenda de Paige. La police va s'apercevoir qu'il manque 4 pages de l'agenda de Paige, 26, 27, 28 et 29 juin. C'est exactement les jours où Paige a disparu. Plein de volontaires bénévoles, de voisins et d'enquêteurs vont commencer une recherche désespérée de Paige dans tout le comté de Mesa, dans les zones boueuses, dans la forêt, dans les déserts, à la recherche d'un corps qui malheureusement aurait pu être caché ou enterré. Alors, ils ne vont rien trouver. Et là, la pression va énormément augmenter sur la police. On leur demande des résultats. Ils vont donc enquêter sur les 2 maris de Paige. La police va commencer à enquêter sur le 2e ex-mari de Paige, Rob Dixon. Les deux avaient été mariés donc de 1998 à 2006 et par la suite, ils avaient eu même séparé, une relation extrêmement difficile. Rob Dixon avait déménagé depuis bien longtemps à Philadelphie et ils vont s'apercevoir que lors de la disparition de Paige, le téléphone bornait à Philadelphie et en plus, il avait un alibi. Ce Rob ne pouvait pas être à 2 endroits en même temps et la police conclura donc qu'il n'était pas lié à l'affaire. Faute d'une enquête concluante sur ce Rob, le 2e mari de Paige, la police va s'intéresser au 1er mari de Paige, Ron Begler. Ils vont s'apercevoir à la surprise générale qu'en ce moment même, lors de la disparition de Paige, elle refréquentait son 1er mari et qu'ils étaient très amoureux. Il était même le dernier à avoir vu Paige ce jour-là. En effet, Paige avait donc laissé les enfants à la nounou et elle était partie pour un rendez-vous avec son ex-mari. Begler était donc l'une des dernières personnes à avoir vu Paige vivante à 19 h le 28 juin 2007, jour de sa disparition. Il dira « Nous avions juste décidé de nous rencontrer pour nous voir. Nous étions à nouveau très amoureux. Nous nous sommes donné rendez-vous à Eagle qui était à mi-chemin pour nous deux. Nous nous sommes vus, nous nous sommes quittés et avons repris la route en même temps. Elle m'a appelé pour s'assurer que j'étais bien rentré et malheureusement, c'est la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle. » À savoir également que son ex-mari avait lui-même appelé le 911 quand il n'avait plus eu de nouvelles de Paige. Là aussi, la police va mener son enquête, son téléphone va borner près de Denver, il aura un alibi et ce n'était pas lui non plus qui était responsable de la disparition de Paige. Et là, vous allez tout savoir sur la vie secrète de Paige, qu'est-ce qu'elle faisait qu'elle n'osait avouer à sa famille et à ses amis. Plusieurs jours ont passé après la découverte de la voiture en flammes de Paige. Il y a un automobiliste qui est sur l'autoroute. Il est à quelques kilomètres de la ville. Il va crever. Il va s'arrêter pour changer son pneu et là, par terre, il va trouver le chéquier de Paige, sa carte de santé, une carte d'assurance et plein d'autres objets dont une carte de visite. Les enquêteurs vont se rendre compte que la carte de visite est une carte d'escort girl et que Paige est donc escort girl. Mais qu'est-ce que c'est une escort girl? Eh bien, c'est une femme qui va monnayer son temps de compagnie, soit pour aller à des déjeuners ou des dîners, ou même pour passer la nuit ou un moment de relation intime avec des personnes.
Ils vont se rendre compte que donc la double vie secrète de Paige était qu'elle était escort girl. Elle avait d'abord commencé par être stripteaseuse dans les années 90. Elle se faisait appeler Madison. Selon la police, il apparaîtra même qu'en 2005, c'est ce qui faisait partie des bagarres avec son ex-mari, car il s'était rendu compte qu'elle était escorte et cela ne lui plaisait pas du tout. Son emploi d'escorte marchera tellement bien qu'elle va même monter son entreprise d'escorte à elle. Elle utilisera le nom de Carrie au service d'escorte, se faisant payer jusqu'à 2500 $, mais en général c'était plutôt 1000-1200 $ pour des massages ou massages plus poussés, pour relations intimes 2500 $. Bien sûr, ses parents n'étaient absolument pas au courant de cette activité. À savoir que les femmes qui monnaient leur charme, qui se font donc payer pour des relations intimes, ont 40 fois plus de chances d'être assassinées. Les enquêteurs vont rapidement se rendre compte que Paige avait un téléphone portable différent pour cette activité. Ils vont donc se concentrer sur tous les clients qui ont appelé sur ce téléphone quelques jours avant sa disparition et le jour de sa disparition. Elle avait reçu de nombreux appels ce jour-là et le dernier sera à 21 h le 28 juin. Ils auront 7 suspects. Paige aura aussi beaucoup de problèmes avec un homme qui conduisait une camionnette blanche. Ils vont mener l'enquête, ce n'est pas lui non plus. Un par un, tous les suspects potentiels du téléphone de Paige vont être vérifiés et là, on va tomber sur un personnage effrayant. Lester Jones. C'est un mécanicien de 55 ans qui avait tenté de réserver Paige pour un rendez-vous intime la veille, puis elle a disparu. Paige aurait dit à une collègue à elle que cet homme lui glaçait le sang. Elle avait déjà eu rendez-vous auparavant une fois avec lui et elle avait dit qu'elle ne voulait plus jamais accepter de rendez-vous avec lui, même pour un simple déjeuner ou un massage. Elle avait même demandé à sa collègue de prendre le rendez-vous et d'y aller à sa place. Sauf que lui, le Lester, il voulait Paige. Qui est donc ce Lester Jones? Jones travaillait chez Bob Scott RVS à Grand Junction en tant que mécanicien. Comme je vous l'ai dit, il a 55 ans. Coïncidence, le magasin garage de mécanique était face à l'endroit où la voiture de Paige avait été retrouvée totalement calcinée. Les enquêteurs ont également noté que Jones était extrêmement grand, suffisamment pour avoir reculé le siège à fond comme dans la voiture de Paige. Le patron de Jones dira que c'était un bon employé, qu'il était sympathique, qu'il pouvait très facilement parler aux clients et les mettre à l'aise en cas de problème. Les enquêteurs vont contacter ce suspect à son travail le 5 juillet 2007 et vont dire qu'il a bien voulu coopérer. Pendant ces 2h30 d'interrogatoire, il va répondre aux questions, il va être totalement à l'aise. Il va même laisser les agents prendre ses empreintes digitales, il va donner de l'ADN, il va même remettre les clés de son camion. Une camionnette Dodge blanche. Il dira qu'il ne sait pas où est Paige, qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé. La police va se rendre compte qu'avant la disparition de Paige, Paige avait reçu beaucoup d'appels d'un téléphone portable jetable. Ils vont demander à Jones s'il a un téléphone portable jetable, mais lui va dire que non. Lors d'une perquisition policière à son domicile, donc au domicile de Jones, ils vont retrouver dans son bureau un soutien-gorge, des perruques d'homme et un bidon d'essence. Son employeur va dire que c'est normal qu'il ait un bidon d'essence parce que les mécanos en ont souvent besoin pour travailler. Par contre, pour le soutien-gorge et les perruques, chacun fait ce qu'il veut, comme dira la police, mais ils vont quand même relever l'ADN. Ils vont également trouver des préservatifs, du Viagra et dans une poubelle, une boîte de téléphone portable jetable. Ils vont utiliser l'emballage pour mener l'enquête et découvrir qu'ils avaient acheté celui-ci à Walmart sur North Avenue à Grand Junction. Ils vont contacter la sécurité du magasin pour obtenir les séquences vidéo de la personne qui a acheté ce portable. Et voilà, à la plus grande surprise,
que se trouvait Lester Jones dans le magasin, dans les mêmes vêtements dans lesquels il répondait à l'interrogatoire au commissariat de police. Et là, il va être interrogé et il va nier catégoriquement que ce soit lui sur la vidéo. Bon alors les enquêteurs, ils en ont marre, hein. Ils vont envoyer des chiens renifleurs pour fouiller la voiture de Paige. Un chien détectera non seulement l'odeur de Jones, mais aussi qu'il y aurait eu quelqu'un de mort, un cadavre, sur le siège arrière de la voiture de Jones et dans la voiture de Paige. Cependant, n'ayant pas plus de preuves que l'achat du téléphone portable et l'odeur dans la voiture, la police, elle hésite un peu à l'arrêter. Et en plus, ils n'ont toujours pas trouvé le corps de Paige. Mais où est Paige ? 5 ans vont passer, 5 ans où la famille de Paige va être angoissée, où elle sera terrorisée n'ayant pas de réponse sur la disparition de Paige. Enfin, en mars 2012, une percée importante va se produire dans cette affaire. Malheureusement, un randonneur se promenait près de l'autoroute quand il a fait tomber toutes ses affaires dans le ravin. Il va descendre dans le ravin pour ramasser ses affaires et là, dans le lit du ruisseau asséché, au milieu des rochers et des mauvaises herbes, il va découvrir un corps totalement asséché. La police dira « Il ne nous a fallu que quelques minutes pour réaliser que ce pouvait être Paige et grâce au dossier dentaire et à l'ADN, ces restes étaient bien les restes du corps de Paige. Pouvons supposer qu'elle a été emmenée dans cette zone, ligotée, scotchée pour garder le silence puisqu'ils trouveront des traces de scotch et de cordes autour de ses poignets. » Et là, Jones, qui avait été très coopératif jusque-là, il y a 5 ans, décide de ne plus répondre aux policiers. Sa femme va expliquer qu'il va même prendre des somnifères, tenter de faire une overdose, qui lui aurait laissé une note disant qu'il aimait sa femme et qu'il n'avait pas fait ça. La note disait « Mon très cher amour, j'ai prié toute la nuit et ce matin, j'ai demandé pardon. Je ne l'ai jamais fait, je ne peux pas être raillé ainsi. » Puis Jones va être arrêté en novembre 2014 et accusé du meurtre au premier degré. Son procès va débuter en juillet 2016, 9 ans après la disparition de Paige. Au cours du procès, les procureurs vont expliquer pourquoi Jones avait enlevé Paige. Il avait eu recours à la violence pour contrôler les femmes de sa vie. Il était devenu frustré quand Paige avait refusé d'accepter ses services une deuxième fois. L'ex-femme de Jones, Lisa Nance, a même été témoin vedette de l'accusation, témoignant qu'à la fin des années 1990, Jones l'avait suivie, l'avait kidnappée, l'avait menacée d'une arme et l'avait même menacée de la tuer et de la mettre dans un lac. Il avait donc un passé déjà très violent avec son ex-femme. Mais encore une fois, qu'est-ce que ce mec fait dehors? S'il avait kidnappé, enlevé, violenté son ex-femme, on est encore une fois sur une affaire d'un cinglé qui est relâché. Sa femme va expliquer qu'elle était écrasée psychologiquement par son mari parce qu'en plus il payait des femmes pour avoir des relations intimes. Elle sera restée, disait-elle, mariée avec lui en raison de sa foi chrétienne. Elle ne donnera aucun alibi à son mari pendant les heures cruciales où Paige avait disparu et lorsque sa voiture avait été enflammée. Helen Jones va également identifier son mari sur la vidéo de la caméra du Walmart quand il avait acheté le téléphone jetable, donc c'était bien lui. Après 22 jours de témoignages exhaustifs et de plaidoirie finale, le jury n'a pas été en mesure de parvenir à un verdict. Il y aura une annulation du procès. Le Jones, il a encore trop de chance, ça me rend dingue. Bon, heureusement, les procureurs ont rapidement pris la décision de rejuger l'affaire. Le deuxième procès de Lester Jones a commencé le 21 novembre 2016, à peine 10 semaines après le premier procès qui avait été annulé. Les plaidoiries finales du nouveau procès de Lester Jones se sont terminées juste avant le jour de Noël en 2016. Le jury a entamé 4 longues journées de délibération, après quoi il a rendu un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Lester Jones a été reconnu coupable de meurtre criminel, meurtre au 2e degré, pour avoir sciemment causé la mort de Paige et l'enlèvement. Le juge a prononcé la seule peine autorisée par la loi du Colorado,
à savoir perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et perpète, c'est perpète. Près d'une décennie après que Paige ait été vue pour la dernière fois et après des années de chagrin, sa famille estime qu'il n'a rien de tel que d'avoir son assassin en prison pour de bon. Ce Lester Jones est toujours en prison, mais il fait actuellement appel de sa condamnation. En partie car il y a dit qu'il n'y avait aucune preuve réelle que c'était lui qui avait enlevé et tué Paige. Il demande que sa peine d'enlèvement soit annulée et que pour la condamnation pour enlèvement, au pire, ce soit fusionné avec condamnation pour meurtre. Bref, dans tous les cas de demande, ça ne tient pas la route et il fait tout pour échapper à la prison. Nous, on espère qu'ils vont pas rejuger et qu'il va rester en prison, mais jusque-là, c'est le cas. Voilà, cette histoire est terminée, cette effrayante histoire qui s'est très mal terminée pour Paige. Mais dites-moi dans les commentaires, déjà si vous connaissiez cette histoire et ensuite si ça ne vous étonne pas quand vous voyez des mères de famille qui comme disaient ses amis et les parents professeurs, c'est une très bonne mère et elle avait à côté une vie cachée, des scores. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de tout ça. Bon, vous en conviendrez pour l'emoji, vous allez me laisser un petit talon aiguille puisque c'était une escorte ou alors tu mets un autre emoji, ça me fera plaisir quand même. Et pourquoi? Eh bien pour deux raisons, parce que comme ça me permet de savoir qui m'écoute jusqu'au bout, les vrais et puis aussi, vous vous en doutez, vous le savez maintenant, ça m'aide pour le référencement. Je veux vous remercier et je le ferai à chaque fois pour tous vos commentaires. Vous savez que j'essaie de répondre à tout le monde parce que j'adore discuter avec vous et c'est très important pour moi d'être proche de mes abonnés. Si tu as aimé cette vidéo et si tu aimes ce que je te blablate, ce que je te raconte, laisse-moi un pouce en l'air, abonne-toi, clique sur la clochette. D'ici la prochaine fois, mais prenez soin de vous. Pensez à regarder derrière vous. Bye bye!